This race in the world, isn't it, you know? C'est quelque chose, il faut aller au-delà de ça. Unique au monde et la plus dure. Une épreuve qui a plus de racines, qui est plus l'essence même de l'enduro. Questa classica che credo che diventerà la più dura e già è diventata la più dura gara al mondo. Pour un enduriste, gagner une Gilles Lallet, c'est l'aboutissement, ça peut être l'aboutissement d'une carrière ou le résultat de sa vie, quoi. Ce mythique, la course de Gilles qu'il voulait faire, et c'est une course où je suis obligé de venir. Quand je serai capable d'être à l'arrivée de la Gilles Lallet, j'y serai. Pour lui en tout cas, pas pour forcément une satisfaction personnelle, mais par rapport à Gilles, à la course qu'il a créée. Donc ça, j'y serai tant que je pourrai, je serai là. Pour la 6e édition de la Gilles Lallet Classique, il fait grand beau dans le Limousin. Soleil et température quasi estivale. Les 220 concurrents de la course la plus dure du monde se sont d'abord donné rendez-vous au pied de la cathédrale de Limoges. La plupart d'entre eux ont suivi une préparation de marathoniens afin d'arriver au sommet de leur forme pour ce jour tant attendu. Husqvarna Italie a dépêché Anders Eriksson, le champion du monde 400, et Arnaldo Nicoli pour contrer les Français. KTM Farioli a misé tous ses espoirs sur deux des plus grosses pointures de l'enduro mondial, Mario Rinaldi et Giovanni Sala. Mais si les sourires sont de circonstance, les pilotes étrangers savent surtout qu'il faudra compter sur deux redoutables adversaires. Cyril Esquirol tout d'abord, qui avait manqué la dernière édition suite à une blessure au Dakar, et Laurent Charbonnel qui porte cette année la plaque de numéro 1. Les contrôles techniques resteront comme toujours ouverts très tard dans la nuit afin de permettre aux retardataires de rentrer leur machine dans le parc fermé. Jusque-là, l'ambiance est bon enfant, même si tout le monde s'attend à une édition particulièrement pimentée. Samedi matin, la température est très douce et les prévisions pour la journée particulièrement optimistes. On devrait vivre une GLC tropicale et cette étonnante douceur gonfle le moral des troupes. Cet après-midi à 15h de la boucle finale. Il y aura donc 100 pilotes. La qualité de ma machine et puis toujours le moral d'acier pour essayer de faire un meilleur résultat possible. C'est très dur l'année dernière. Bon, j'espère effacer ça, je vais oublier l'année dernière et rouler cette année. Il est passé en 4 ans, il est revenu sur un an. Ça fait un petit moment que je n'ai pas chié sur le bateau, mais là on va voir, ça dépend du temps. Oui, Peter Ancel, bien sûr, et quelques autres. Pour tous les tops, la course a déjà commencé. Les regards se durcissent, tous se repassent le film des reconnaissances. Pour eux, l'objectif est simple, être impérativement dans le top 10 à midi, car sinon, les choses vont se compliquer. Au programme de l'enduro de sélection, 2 spéciales banderolées, 2 lignes et un tracé de 200 km que les organisateurs ont voulu technique avant tout. Entre Limoges et Pérat, on va se juger, se jauger et pourquoi pas déjà marquer la course de son empreinte. Et c'est parti pour 5 heures de mise en jambe. Sala ouvre la marche alors que le public est déjà là, malgré l'heure, et semble encore plus nombreux que les années précédentes. Tous sont venus voir les stars.
Comme prévu, le circuit du matin ne présente aucune difficulté infranchissable. Les temps sont assez larges en sortant de Limoges et vont logiquement se resserrer au fur et à mesure que les concurrents s'approcheront de Peyrade-Château. C'est Kiki Boulet et sa 300 KTM qui vont ouvrir le bal des hostilités en s'offrant le premier scratch du jour. À Bourganeuf, alors que la brume matinale ne s'est pas encore levée, l'officiel KTM semble très à l'aise. Et le premier coup de théâtre, c'est l'abandon de David Frétinier, à cause d'un moteur serré. Les autres s'appliquent et profitent d'un terrain de jeu exceptionnellement sec, où la motricité et l'adhérence sont au maximum. Attaque totale donc, quel que soit le niveau, la motivation et l'ambition des participants. À Bourganeuf, c'est Esquirol qui va régler tout le monde, malgré Peter, malgré Salah, un signe de sa forme exceptionnelle. Visiblement, devant, on est plutôt serein. Pas d'excès, pas de prise de risques inutiles, les meilleurs enduristes de la planète enchaînent les kilomètres calmement et se préservent pour les choses sérieuses qui s'annoncent. Saint-Junien-la-Brégère, dans la deuxième ligne, Boulet part une fois encore le couteau entre les dents. Roscoe n'est pas mal non plus, et Giovanni Sala laisse exploser tout son talent. Peter Hansel, lui, ne semble pas au mieux. Il faut dire que l'officiel Yamaha est resté cloué au lit pendant une bonne partie de la semaine précédant l'événement. Il assure donc son rang, sans écraser la concurrence, comme il l'avait fait l'an passé. À Peyrade-Château, c'est la dernière spéciale de la matinée. Lorsque Laurent Charbonnel s'élance, il sait que Cyril Esquirol a placé la barre très haut toute la matinée. Il sait aussi qu'il vient de signer les 2 derniers scratchs et qu'il ne doit laisser personne s'intercaler au classement afin de garder l'officiel Honda en ligne de mire cet après-midi. Avec le nouveau départ de la boucle finale, les top pilotes n'ont plus le droit de simplement assurer. C'est l'attaque qui prime.
Une fois encore, Esquirol est au-dessus du lot. Une attaque démente, un rythme diabolique, il ne laisse rien au hasard pour pouvoir s'élancer en tête l'après-midi. Ça va vite, très vite, à tel point que des garçons comme Nicoli, Eriksson, Pidou et même Peter Hansel semblent quelque peu dépassés par les événements. Un peu plus loin derrière, c'est pareil pour les poireaux. L'attaque prime pour espérer une qualification et avoir ainsi le droit d'aller se frotter aux moulards, aux pierriers et aux grimpettes de cette 6e Gilles Lallet classique. Car cette année, ce sont les 100 premiers scratch, toutes catégories confondues, qui décrochent leur ticket pour l'enfer vert. En attendant, les conditions de course sont tout simplement incroyables. Pas de boue, quasiment pas d'ornière, une adhérence maxi et du gros gaz, un vrai bonheur. Et la 4e, on fait un petit récapitulatif donc, de ces 4 spéciales. Pour l'instant, bien sûr, ce sont des places officielles. À la mi-journée, c'est l'heure des comptes. Et si tous les top inter en profitent pour récupérer et se restaurer, les seconds couteaux, eux, épluchent les premiers classements qui tombent. 129, 150e. Bon, on sera pour la prochaine fois. 10 minutes, je suis éliminé pour 10 minutes. Peut-être, je suis pas sûr. Il faut que j'aille voir. Mais j'embrasse ma famille. Quoi. Allez, au revoir, monsieur. Salut. L'an dernier, bien évidemment, dans la Gilles Lallet classique, comment ça se passe avec les différents types? Et c'est bien Cyril Esquirol qui va s'élancer le premier. Le double vainqueur de la Gilles Lallet classique semble plus décidé que jamais à inscrire une 3e fois son nom au palmarès de la course la plus dure du monde. Les autres patientent et se concentrent. Comme l'année dernière, les départs de l'après-midi sont donnés un par un toutes les 5 secondes pour les 20 premiers scratchs, puis 2 par 2. Esquirol, Bernard, Charbonnel, Salah et les autres, toutes les grosses pointures sont évidemment aux avant-postes. Seul Peter Hansel, victime d'un petit problème d'assistance le matin, qui lui vaudra 1 minute de pénalité, va partir en 20e position.
Quand les premiers arrivent à la côte de Longchaud, on comprend tout de suite que le rythme est encore plus rapide que les autres années. Il fait beau, les chemins sont absolument nickel et les pilotes n'ont jamais été aussi entraînés et motivés. Esquirol le reconnaîtra d'ailleurs plus tard, ils sont tous partis comme dans une spéciale en ligne de championnat. Seulement, cette spéciale-là allait durer plus de 5 heures, en tout cas pour les meilleurs, car dès le début, la sélection commence. Avant l'énorme moulard de quenouilles que les pilotes vont cette année prendre dans toute sa longueur, on retrouve Esquirol dans le bourbier du Grand Grammont. Visiblement, il semble vouloir tuer la course assez vite. Pas une faute, pas une hésitation, il surfe sur le moulard en prenant bien soin de jeter un coup d'œil derrière lui à la sortie de la difficulté. Charbonnel n'est pas très loin derrière, suivent à peine plus loin Boulet et Bernard. Le bois de Crozat, premier véritable juge de paix du parcours limousin, ne semble poser aucun problème à Esquirol. Et c'est Christian Boulet qui a pris la chasse à son compte, alors que Charbonnel est affaibli par des crampes dans les avant-bras. Il serre les dents, mais laisse échapper Esquirol, sans rien pouvoir faire pour l'instant. À la fin du premier ravitaillement, la tête de course est déjà en avance sur les prévisions les plus optimistes. Il a du chien là.
il y a Lolo qui arrive. Pourtant fatigué et malade, Stefan Peter Hansel pointe sa Yamaha parmi les 10 premiers lorsqu'il arrive à Croza. 45 minutes seulement après le départ, le plus grand pierrier de la GLC est littéralement avalé par les leaders, mais va faire mal aux poursuivants. Très mal même. On y verra un Ericsson hésitant, un Bouffiou allongé et plus tard un Nicoli suivi comme son ombre par un Tifosi. Comme toujours, le bois de Croza fait des dégâts, ça tombe, ça pousse, ça tire, ça dérape, mais là encore, pour la plupart, ça finit par passer. Allez, vas-y! Au début du second ravitaillement, les positions se figent quelque peu. Esquirol a fait le trou et Bernard, Charbonnel, Sala et Peter Hansel sont un peu plus loin derrière. Ce premier ravitaillement sera surtout catastrophique pour Christian Goulet qui va percer une durite sur sa 300 et casser son moteur peu de temps après. Au pont de Beaumont, Esquirol a plus de 5 minutes d'avance sur Charbonnel. Facile, précis, l'officiel Honda survole les difficultés avec une vista et une efficacité déconcertantes. Éric Bernard, lui, garde le contact avec les hommes de tête
Et Peter Hansel est déjà revenu 4e, à peine plus d'1 heure après le départ de la boucle finale. C'est dire la motivation du bonhomme qui, décidément, n'a pas l'intention de baisser les bras. À la fin des 2 premiers ravitaillements, la 250 Honda enfonce le clou en arrivant à l'Avenot. Une fois encore, Esquirol ne se pose pas de questions et passe de flèche en flèche, quasiment en trace directe. Grâce à une météo clémente et d'excellentes conditions de course, on comprend vite que rien ne pourra l'arrêter. Il est fort, presque trop fort. À l'Avenot, il passe avec plus de 45 minutes d'avance sur l'horaire initial. Derrière lui, David Castera a passé un Laurent Charbonnel qui additionne les erreurs. Il qualifiera d'ailleurs son début de course de catastrophique. On assiste aussi, quelques longueurs plus loin, à une superbe bagarre entre les 2 4 temps de Pidou et Bouffiou. L'autre grosse surprise, c'est évidemment la prestation de Gilles Alguet, qui se maintient dans le groupe de tête et affiche une forme hors du commun. À la tombée de la nuit, la cause semble entendue. Esquirol caracole en tête et augmente son avance à chaque ravitaillement. Derrière, Castera semble en mesure de garder Charbonnel à distance, et c'est bien là la grosse surprise de cette 6e GLC. Comme Peter Hansel, Castera a eu un programme particulièrement chargé depuis l'arrivée du Dakar et n'a pu se consacrer que très tard à la préparation de la GLC. C'est lui, pourtant, qui a tenu à préparer lui-même sa 250 Yamaha. La suite est logique, un bon départ, très peu d'erreurs, et le voilà dans le bon wagon. À Cros, Charbonnel navigue 3 minutes derrière et ne lui reprend rien.
En arrivant au ravitaillement 3, Esquirol est d'un calme olympien. Il sait qu'il est en train de se construire sereinement un nouveau succès. C'est bon, ça encore. C'est bon? Tu veux pas changer, c'est vrai? Ouais, donne-moi un autre paire. Mais des verres de lunettes? Ouais, mais des verres, pas des grilles. Hein. Voilà. On sert l'autre peut-être. Non, non. Pascal, c'est bon? Attends, 2 secondes. Pascal, 2 secondes. C'est bon. J'ai lu le canal. Comment ça va? Voilà. Banane? Des gants. Changer les gants? Allez. Tu as enlevé le truc quand même? Ouais, c'est bon. Ça va toujours? Ouais, putain, mais c'est bon. Ça va toujours d'ailleurs. C'est quoi ces gants là? Ça sert, non? Non, c'est bon. Roscoe, il a morflé. Il est comment? Déjà. T'as encore des crampes, David, ou pas? Un peu, ouais. Je vais prendre ça. La lampe. Est-ce que tu as une lampe de poche? On peut la mettre par là? Thierry. Je te mets une lampe de poche ici à droite. Le pied de nuit ou pas? Ouais. On le fera au prochain. On le fait au prochain. Allez, ma veste là. C'est bon, Yvan? Plein ton truc, non? Allez-y, c'est bon. C'est trop plein. Vide-le un peu. Ah putain, j'avais dû pas le remplir. Pardon. Refais-lui le nœud sur le côté. C'est bon? C'est bon, tout ça. Tu veux repartir, Pascal? Juste, il n'y a pas de lumière. Allez, dépêchez-vous. Sur le bidon. Ferme. À mi-parcours, alors que le plus dur semble passer, Charbonnel reprend enfin du poil de la bête. Allez, Je le fils, baisse-le, lève-le. il est où le tuyau? C'est bon, c'est bon. Tiens, allez, bois. Mais la roue arrière, elle commence pas à être un peu trop molle là? Non. T'es arrivé, Laurent? Ah putain, j'ai... Non, bordel. Du sucre là. Moi à bouffer du pain et machin. Hein? Les meilleurs prennent le temps de se changer pendant que les assistants papillonnent autour d'eux. On souffle, on essaie de récupérer et de visualiser la suite du programme en gommant la souffrance et les difficultés que l'on vient de rencontrer. Comment j'ai vu? T'as les gants? Ouais, ils sont là les gants. Je change le slip, non? Ça, c'est... Ericsson et Nicoli ravitaillent ensemble. Trop loin désormais de la tête de course, les deux pointures de l'enduro mondial ont compris qu'ils ne graviraient pas en tête la mythique côte du Corbeau Mort. Mais au moins, ils seront à l'arrivée. Restez au pas, c'est bon là. Fallo girare, io che ci credo pure.
Comme des balles, les pilotes avalent les difficultés avec une aisance incroyable. À Saint-Pierre-de-Bellevue, Laurent Charbonnier et les responsables de secteur avaient pourtant bataillé ferme sous la pluie et dans le gras pour toucher le sommet de cette côte sous les sapins pendant les reconnaissances. Toutes les stars, elles, vont passer d'une traite, de nuit et quasiment sans effort, la côte de Saint-Pierre. Elle a chauffé. Ça a fumé. Regarde l'eau et regardez les radiateurs, s'il n'y a pas de la mer, on dirait qu'elle ne refroidit plus. Ça va? T'as vu Laurent, Peter? T'es très bien là, t'es bien remonté ça. C'est qui est devant? C'est Roscoe. Putain, il a la santé ce qu'on a. Oui. On est bon. Tu changes de gants? Tarta. C'est pas grave. J'ai pris Continue comme ça. tous les bourbiers de Limousin, je me suis mis dedans. La lampe, je te la mets dans la banane. Oh, pardon. Pidou, Nuc et Salah repartent du 4e ravitaillement. Il leur reste plus de 2 heures de moto, mais le moral est au beau fixe. Plus rien ne pourra les arrêter. Un éclairage, ils m'ont tout arraché. Hop, Laurent, descends. Mais non. Ça peut changer, tout peut arriver. J'ai le capulet là. Ça allait nickel, voilà. J'ai roulé 1 minute sans fin, je me suis arrêté le collier. C'est bon, mais il est perdu. C'est bon. C'est comme les pulls verts, faut les mettre tout seul. Je peux refaire un œil si je trouve encore Et là. un pucelle. Merde, le truc là, ça va te faire chier. Lorsque Charbonnel passe à la cascade des Jarreaux, il sait depuis longtemps qu'il a perdu la Gilet classique. Devant, Esquirol est tout simplement intouchable et l'officiel Kawa, qui vient enfin de passer Castera, s'en va calmement et pour la 6e fois consécutive vers l'ultime difficulté du tracé. Les autres suivent régulièrement et tous semblent d'accord sur une chose, cette année Esquirol évoluait sur une autre planète. À la cascade des Jarreaux, il est d'ailleurs passé, comme partout, sans aucune aide extérieure.
Et soudain, alors qu'on attend une 250 Honda dans un corbeau mort plus dense que jamais, à la surprise générale, c'est Laurent Charbonnel qui pointe son phare. Esquirol est coincé dans le dernier pierrier 3 km plus loin, la chaîne cassée et le guide-chaîne complètement tordu. Sans l'aide d'un spectateur providentiel, il aurait pu tout laisser tomber là. Terrible. Du coup, Charbonnel accroche une seconde GLC à son palmarès. Sur le podium, tout là-haut, il ne laisse pas vraiment éclater sa joie devant les 15 000 spectateurs entassés pendant plus de 2 heures. David Castera, lui, ne semble pas vraiment réaliser qu'il est en train de grimper sur la deuxième marche de la course la plus dure du monde. Personne ne l'attendait là, lui non plus sûrement. Le public l'accueille comme un héros par une vague dont il se souviendra longtemps. Merci David, je te laisse à la presse. On le revoit tout à l'heure. Et puis, l'homme fort de la Gilles Lallet classique arrive enfin en bas du corbeau mort, forcément déçu, mais quand même 3e. Absolument pas marqué par l'effort et les 5 heures de course qu'il vient de faire, Esquirol, en grand professionnel, trouve le moyen de venir saluer son public. Pour tous, il restera le grand bonhomme de cette 6e GLC, même si la course en a décidé autrement. Depuis plus d'un ravitaillement, Salah était sur les traces de Pidou. En grand champion, il va se battre jusqu'au bout pour gagner encore une place et terminer 4e. À l'arrivée, il reconnaîtra être parti trop sagement, pensant que la course allait être beaucoup plus dure. À la mi-course, il changea de rythme, mais le break était fait. C'était trop tard pour espérer revenir sur les 3 hommes de tête. Salah et Pidou termineront quasiment roue dans roue, offrant au public une des plus belles images de cette édition. Cette année, ils seront 29 à franchir le corbeau mort, mais l'histoire ne retiendra qu'un nom, un seul, celui de Laurent Charbonnel, vainqueur de la Gilles Lallet Classique 97. J'avais des crampes de partout et après bon, j'avais pris un coup au moral. Une fois qu'on a trouvé le rythme, on ne peut plus lâcher, même si on est fatigué, on se dit bon allez, il faut continuer, ils sont pas loin. J'avais le bon rythme, bon, j'étais très bien physiquement, très bien dans ma tête, donc j'avais vraiment aucun souci à me faire. Vous accrochez le bon wagon, même si physiquement on est un peu juste, avec la tête, c'est obligé que ça aille bien. Bon, j'allais comme ça jusqu'au bout, jusqu'à la victoire, mais malheureusement, c'est le destin, c'est comme ça. Sono molto felice, anche perché questa gara dà delle emozioni incredibili che altre gare non danno. I have problem in the stones, so I think everybody have. Oggi c'era parecchio fango e il pubblico francese, come al solito, è stato fantastico, devo ringraziarlo. The public is great, really great public. Especially in the stones. Yeah, in the stones and the hills, the publicum is super.
j'ai voulu arrêter 50 fois. C'est la première fois que je voulais m'arrêter aussi souvent parce que quand on se bat dans des conditions difficiles en étant en bonne santé, c'est déjà très dur, mais là c'était l'apocalypse pour moi. Donc il a vraiment fallu trouver la motivation. Pas de la 10e place, mais au moins franchir la côte du Corbeau Mort. C'était la seule motivation, quoi. Mais je suis vraiment content, là je le vis, je suis très content, surtout le public, je pense qu'il est content aussi pour tout le monde. Et c'est intéressant parce que bon, il y a pas mal de pilotes qui sont venus, des bons pilotes, donc c'est intéressant.